quand tu dis les objets, les phénomènes sont une célébration de la source, euh, je sais pas, je pressens quelque chose, en même temps c'est pas très clair pour moi. Comment ça pourrait être formulé différemment ou qu'est-ce que tu entends par là? Oui, c'est bien un élément essentiel, parce que lorsqu'on dit ça, les objets sont une célébration de la source, ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est la vie. C'est une célébration de la source. Et la vie, ben, c'est tout. Tu vois, c'est quand tu te lèves pour aller au boulot le matin, c'est quand tu te laves les dents avant d'y aller, c'est quand tu te couches le soir, c'est quand tu vas faire n'importe quoi d'autre, quoi. Tu vois. Donc, c'est un gros morceau, quoi. Mais lorsqu'on dit, voilà, le sens de la vie, c'est de célébrer la source, ou le sens des objets, euh, ça porte en soi déjà une condition absolue, comme on l'a dit précédemment, c'est d'avoir découvert cette source, quoi. Tu vois. Euh, Ce qu'on appelle la source, en l'occurrence, donc, n'est-ce pas, c'est notre nature véritable, quoi. On peut l'appeler de différentes façons, on l'appelle de différentes façons selon les voies, les traditions ou les cultures. Parfois on dit notre véritable nature. Nous, souvent ici, on dit la présence, la conscience. Parfois on dit le soi. Parfois on dit autre chose. En fait, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Euh, bon, bref, le mot est pas très important, mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit, quoi. Il s'agit de ce que nous sommes vraiment, en tout cas. Il s'agit de, il s'agit de la nature essentielle sur laquelle se déploie tout le reste. Tu vois, tout le reste, c'est-à-dire tous les objets, c'est-à-dire la vie, la manifestation, quoi. Notre vie, depuis le jour où on est né jusqu'à celui où on sera mort, toute l'histoire de ce corps, de ce mental, quand il va en vacances, quand il travaille, quand il fait des enfants, quand il souffre ou quand il est heureux. C'est donc ce déploiement de ce que j'appelle la manifestation qui s'inscrit donc on pourrait dire, au sein du substrat même de ce que nous sommes. Et ce substrat même de ce que nous sommes, c'est ça qu'on appelle la source, quoi. Bon, voilà. Alors, il y a un rapport, en quelque sorte. Alors, donc, on va nous employer le mot qu'on emploie classiquement, mais chacun est libre d'en mettre un autre. Le mot qu'on emploie classiquement, c'est conscience. Ça a un intérêt d'employer ce mot-là parce qu'il est quand même assez neutre. Tu vois, si je disais Shiva, si on a un catholique dans le groupe, il va dire ah, moi Shiva, ça me donne des boutons, tu vois. Bref, Shiva pas. Donc la conscience, personne ne peut dire ah non, moi je suis contre la conscience, tu vois, parce que ça n'a aucun sens, tout simplement, quoi. Et puis ce terme invite et pointe vers l'élément essentiel de la réalité de notre expérience. C'est-à-dire que, comme on l'a souligné précédemment, par exemple dans la méditation, l'invitation est de voir le déploiement de la manifestation à cette échelle, qui se produit sous la forme de pensée, de sensations et de perceptions. Et à un moment donné, on réalise que tout ça apparaît en nous conscience, tout cela apparaît consciemment. Donc, il y a ce mot-là pointe vraiment vers un fait clair. C'est pour ça qu'on a tendance à l'utiliser, quoi, ainsi. Alors, d'un côté, si on veut décortiquer, ce qui est toujours faux, parce que là on ne peut pas faire de la dissection, mais si on s'amuse un peu à le faire pour la démonstration, d'un côté on a en quelque sorte la conscience, si on pouvait séparer les choses, et puis d'un autre côté on a les choses qui apparaissent en son sein en quelque sorte. Euh, une pensée, une sensation, ou n'importe quel objet. Et quand j'en parle, je prends souvent l'exemple d'un des plus basiques, parlant d'une fourchette, n'est-ce pas?
Donc d'un côté, il y a la conscience et d'un autre côté, il y a la fourchette. Les couverts, en tout cas. Remarquons bien que les couverts, pour exister, ne le peuvent pas indépendamment de la conscience. Si j'ai ma fourchette, mon couteau et ma cuillère, et que tout d'un coup, il n'y ait plus la conscience, disparaissent aussi, n'est-ce pas, le couteau, la fourchette et la cuillère. Alors que si j'ai le couteau, la fourchette et la cuillère, et que j'enlève la cuillère, par exemple, ça n'affecte pas spécialement la conscience. Non plus si j'enlève le couteau, et si j'enlevais aussi la fourchette, rien ne me dit que ça change quelque chose non plus. Alors on va juste garder la fourchette. Il y a donc la conscience et la fourchette. Le rapport entre les deux, on vient déjà de le dire, c'est que la fourchette apparaît au sein de la conscience. N'est-ce pas? Parce que la fourchette apparaît au sein de la conscience, parce que la fourchette ne peut pas être séparée de la conscience, quelque part, parce que la fourchette, d'une certaine manière, est déjà une manifestation de la conscience. À cause de tout ça, la fourchette acquiert une sorte de pouvoir subtil qu'on ne lui imaginait pas forcément au départ. C'est que cette fourchette, à cause de ce fait-là, elle a le pouvoir, en quelque sorte, de pointer vers la conscience, au sein de laquelle elle apparaît. En quelque sorte, on pourrait dire de nous la révéler. Tu vois? Et c'est ce qui se passe un petit peu dans la méditation formelle, telle qu'on en a parlé précédemment. Dans la méditation formelle, n'est-ce pas, rappelle-toi, on disait, on laisse le flot des objets libre d'apparaître, sans aucune limitation. Deuxièmement, on ne se focalise sur aucun en particulier. Et à ce moment-là, à un moment ou l'autre, se révèle spontanément à nous, on va dire, cet espace conscient au sein duquel tout ça se déploie. N'est-ce pas? Autrement dit, ce flot de la manifestation pendant la méditation, qui était pensée, sensation, perception, a participé finalement de nous révéler la conscience au sein de laquelle il apparaît. S'il n'y avait eu rien, peut-être que ça n'aurait pas tilté comme ça, quoi. De même pour notre fourchette, donc. En tant qu'objet comme les autres, en tant qu'objet se déployant au sein de la présence consciente, lorsqu'elle est ainsi perçue dans une juste perspective, lorsque c'est compris, elle acquiert ce pouvoir, en quelque sorte, de nous révéler la conscience au sein de laquelle elle apparaît. Parfois, on prend un autre exemple, imagé, c'est l'exemple de la page blanche, tu vois. La page blanche, dans cet exemple, pourrait représenter la conscience, la source, le substratum. Et puis, au centre de la page blanche, le calligraphe fait un gros point noir, quoi, ou un gros trait noir à l'encre de Chine, quoi. Alors, précédemment, il n'y avait que la page blanche qui n'intéressait personne, en gros. Les pages blanches, il y en avait plein dans l'atelier qui s'empilaient. Personne disait « Ah, elles sont belles ces pages blanches en général ». Le tube d'encre de Chine, bon, il n'y a pas grand monde non plus qui dit « ouais, bien cette encre ». Non. Mais tout d'un coup, le gars, il dessine ce truc au centre de la page blanche. Et on dit « Oh là, c'est beau ce dessin et tout, quoi ». Et on est comme ça, on regarde le point noir, la tache noire, tu vois. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas, c'est une tension de rester focalisé sur un objet. À un moment donné, cette tension, elle va se lâcher, se défocaliser, comme on l'a signalé précédemment, et tout d'un coup, on voit la page blanche, qu'on ignorait précédemment, quoi. La page blanche, c'est quand même ce qui rend possible le point noir au centre, quoi, n'est-ce pas? Autrement dit, tout d'un coup, cet objet, le point, nous permet que se révèle à nous la page blanche. Tu vois? C'est la même chose que l'exemple de la fourchette. Bref, l'explication tend à nous montrer que l'objet, apparaissant au sein même de la conscience,
étant lié à elle, lorsqu'il est perçu ainsi, sans être focalisé, attaché à lui, lorsqu'on réalise en quelque sorte que cet objet apparaît en nous, conscience, eh bien cet objet acquiert en quelque sorte le pouvoir de nous révéler sa source de façon encore plus tangible. Tu comprends ? Ouais. Alors voilà, je termine juste ça. Autrement dit, ça signifie que les objets, tout objet en fait, a ainsi deux aspects et deux fonctions en quelque sorte. La fourchette, elle a un aspect fonctionnel, ça sert à manger, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est son aspect, sa destination purement fonctionnelle, mais tout objet a aussi une fonction spirituelle, c'est de nous révéler précisément la conscience au sein duquel il se déploie, quoi. Autrement dit, tout objet, aussi limité qu'il soit, aussi matériel qu'il soit, il peut aussi avoir pour objet, pour capacité de nous révéler sa source, de nous révéler la conscience. Voilà. Et donc, en quelque sorte, donc les objets en général, on les utilise fonctionnellement tels qu'ils sont, mais lorsque se révèle à nous, dans la connaissance, leur capacité à pointer vers la conscience, c'est là qu'ils deviennent instruments de célébration. Autrement dit, cette compréhension-là, lorsqu'elle devient en nous effective, elle fait que les objets, quels qu'ils soient, deviennent instruments de célébration de ce que nous sommes vraiment, de la conscience, quoi. À partir du moment où on va trouver la source, en fait. Bien sûr, car si la conscience est totalement inconnue, ça va être difficile que les objets te la révèlent, en quelque sorte. Peut-être pas impossible, d'ailleurs, car de toute façon, tout est possible. Mais, en tout cas, plus hypothétique, quoi. Tu vois. Le bon ordre des choses, en quelque sorte, si c'est possible, c'est d'abord de découvrir, en quelque sorte, la conscience, et ensuite de réaliser la nature des objets. Mais réaliser la nature des objets et réaliser la conscience se fait finalement jamais l'un sans l'autre, car on ne peut pas vraiment les séparer. La beauté de la chose, c'est que ça ouvre la voie à un possible qui est particulièrement heureux en quelque sorte, cette compréhension-là. Parce que bien souvent, comme on le disait précédemment, dans les voies spirituelles, c'est l'un ou l'autre. Tu vois, c'est en gros Dieu ou les objets. Tu vois, l'or ou la conscience. Alors on dit, bon, oui, je choisis la conscience, mais quand même, mais alors là, tu vois, voilà. Et le jour où tu vois que l'or révèle la conscience, tu dis, bah, tiens, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il n'y a plus justement cette avidité, quoi. Tu vois. Autrement dit, à ce moment-là, alors que dans certaines approches plutôt ascétiques, on considère que les objets sont comme un obstacle, dans cette compréhension, les objets deviennent une opportunité. Les pensées deviennent une opportunité. Le corps en est une, la manifestation en est une. Car tout cela ne fait que célébrer la conscience. Alors les fourchettes célèbrent la conscience, pas de problème, mais c'est vrai que certains objets la célèbrent pas seulement par nature, mais par fonction. C'est par exemple le cas des objets sacrés, de l'art sacré aussi. Certains objets ont été créés dans cette perspective. Les fourchettes, elles ont été créées pour manger.
qu'elles peuvent nous révéler la conscience, mais bon, ça n'a pas été à l'origine leur destination première. Mais certains objets ont été créés dans cette perspective même, dès le départ. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils vont révéler forcément, pour qu'un objet soit en quelque sorte un véritable instrument de célébration pour nous et qui révèle sa fonction spirituelle, qui est de nous révéler la conscience, il faut qu'on ait une affinité avec lui. Par exemple, la musique. Si on peut, il n'y a même pas besoin d'être un grand mystique. Hein. Beaucoup de gens font cette expérience. Tu vois, la musique, paf, ça les touche profondément. Hein. C'est ça qui se passe. Mais si tu n'aimes pas la musique, à ce moment-là, ça marchera peut-être avec la peinture.